organisatrice du congrès de Tunis il y a 3 ans, une grande réussite, en présence de tous les partenaires du gouvernement et de la société civile. Nous l'enregistrons. Vous avez la parole. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, marhaba et bienvenue à notre 4e congrès du dialogue Sud-Nord sur le thème des communautés rurales et la politique européenne de voisinage. Le congrès vient après celui d'Alger en 2006 sur le thème de la vision future du dialogue Sud-Nord et dont le plan d'action et les recommandations sont plus que d'actualité. Il vient également après ceux d'Alicante sur un sujet toujours brûlant, la migration, et sur celui de Tunis en 2012 sur le partenariat société civile et pouvoirs publics, dont les recommandations ont fait l'objet d'applications concrètes au plan gouvernemental et parlementaire en Tunisie. Les populations rurales des rives sud et nord de la Méditerranée font face à d'immenses défis et menaces économiques, exode rural, bouleversements sociaux, politiques et politiques, pression sur les terres agricoles, manque d'accès aux services des infrastructures, faiblesse des investissements publics et privés. Toutefois, sur la rive sud, notre rive sud, le sujet est plus préoccupant, dans le sens où si le rural offre un fort potentiel économique non encore exploité, il n'en est pas moins, du fait de la pauvreté, le vivier pour les migrations clandestines et pour le terrorisme. La précarisation dans le monde rural touche en particulier les femmes et de plus en plus les jeunes. Concernant les femmes, paradoxalement, alors qu'elles sont les principales productrices d'aliments, elles sont les plus atteintes par la faim. Les politiques internationales qui détruisent les campagnes frappent en premier lieu la femme. Face à cette situation, il est heureux de constater que de plus en plus de par le monde se créent des organisations qui s'occupent des femmes rurales, tout en prenant conscience que la précarisation touche également les familles et les jeunes. Concernant le second thème de notre congrès, la politique européenne de voisinage, la Tunisie que je représente ici, avec notre délégation, est un pays qui construit lentement mais sûrement sa démocratie. Toutefois, dans un contexte de crise économique, sociale et sécuritaire. La construction de cette démocratie couvre 2 aspects. Celui d'une république parlementaire par un nouveau modèle de gouvernance et celui de la démocratie locale par la modernisation de l'État. Si je parle de la Tunisie dans le chapitre réservé à la politique européenne de voisinage, c'est du fait qu'en juin 2015, il a été lancé en Tunisie par la représentation de l'Union européenne une consultation nationale sur la politique européenne de voisinage. Un grand nombre d'acteurs de la société civile, des députés, ainsi que des indépendants ont participé à cette consultation. La consultation a conclu à une demande de la révision de la politique européenne de voisinage, en raison essentiellement du bilan mitigé de celle-ci. Le constat général est que l'Europe a eu des difficultés à respecter ses engagements politiques et s'est trouvée à se concentrer sur sa dimension commerciale, qui n'est pas la seule réponse aux besoins du pays. Il a été proposé 5 axes dans cette consultation. Le premier, une convergence économico-politique de développement nord-sud, sud-nord. Une convergence entre la croissance et le développement. Une traduction de la croissance inclusive dans le développement local. Une convergence vers des business models inclusifs et durables et un développement humain. Et enfin, pour ne pas oublier les jeunes, une rencontre avec les aspirations des futures générations. Ceci appelle à une traduction des politiques de voisinage en des modèles de développement communs, au risque d'accentuer les déséquilibres, le doute
et les méfiances et ainsi un mauvais voisinage. Je laisserai le soin aux représentants des autres pays de donner leur analyse sur cette question. Concernant le voisinage, je rappellerai ce proverbe arabe que je ne cesse de citer dans les instances. El jar beledar, ce qui veut dire le voisin avant la maison, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir opulence chez moi si chez le voisin il y a des carences, qu'il ne peut y avoir de sécurité chez moi si chez le voisin il y a des conflits, d'où la nécessité de l'action collective dans un cadre global, national et local. Nos propositions pour le Congrès. Premièrement, la réhabilitation du monde rural, qui est toujours en seconde, si ce n'est que troisième position, quand il s'agit des plans nationaux de développement. Le second est le très important, qui fait que la consultation l'a souligné, que tous ceux que j'ai consultés avant de venir l'ont dit, soutien aux initiatives de gouvernance locale et d'une meilleure participation des acteurs locaux au développement rural. Le chapitre 6 de la Constitution tunisienne définit clairement la nécessité du pouvoir local et de la démocratie locale. À nous de la mettre en place, particulièrement dans le monde rural. La troisième proposition, c'est le transfert des technologies nord-sud, mais ciblées vers des modèles nouveaux de développement rural. La demande est vers le nouveau, vers les technologies, vers le numérique, et non pas vers des modèles dépassés ou classiques. Un échange des bonnes pratiques sud-sud-nord. Au sud, il y a de pratiques, il y a des expériences qu'il est temps de connaître au nord et inversement. Le soutien aux actions de formation et d'éducation au profit des femmes et des jeunes. Mais afin de ne pas créer des clivages dans les pays, des discriminations, il est important aussi de soutenir les actions de conscientisation des hommes pour accompagner ces femmes et ces jeunes. On ne peut travailler pour une population si à côté il y a une population qui freine et n'accompagne pas. Enfin, question d'investissement, des investissements dans des projets innovants et des secteurs agricoles non encore exploités. Par exemple, celui de l'écotourisme ou celui de l'artisanat au nord international. Je conclurai par cette citation d'Edgar Morin, le philosophe français, qui dit « Le monde multipolaire qui va se dégager ne peut être géré que par l'entente entre les différents partenaires. Le monde rural peut se prêter à cette entente dans le cadre des politiques de voisinage revisitées, celle des gouvernements dans un cadre plus démocratique, avec la participation active des sociétés civiles et de l'île. Enfin, je termine en saluant M. Charles Lotan, cher Ferdinand Lotan, président de la Fondation du Dialogue Sud-Nord, ainsi que les représentants des comités locaux Dialogue Sud-Nord pour la persévérance à maintenir cette tradition du dialogue Sud-Nord à travers les congrès. Nous remercions nos partenaires, en particulier le GEFAR, sans qui le congrès n'aurait pu se tenir. Et enfin, je propose aux participants, si nous pouvons répondre enfin à cette question, de quel monde rural et de quelle politique européenne de voisinage a-t-on besoin? Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to be able to address you today. And really this is, I'd like to say it's the culmination of a process, but in fact it's actually the start of a process. This is an action that the Global Forum on Agricultural Research has been involved in with the Foundation for the last year and a half now, because we identified together 2 years ago that there was a crisis in the entire Mediterranean region. We were hearing it from all sides. We heard very clearly that the movement of what was then described as the Arab Spring was happening, the social change was happening on the ground. We saw the economic challenges facing southern Europe in particular, Greece, Spain, Italy, southern Italy. These are all challenges that all have their root in the rural poverty and rural decline that we've seen, unfortunately, in so many countries.
And as the Global Forum on Agricultural Research, which is actually a slight misnomer because we're actually the Global Forum on how agricultural innovation and research fit with society and deliver to societal needs, we felt we really had to do something about it. And combining with the civil society movement of the Foundation gave us the great opportunity to really put these thoughts together, both combining the role of innovation and the role of communities themselves as being the center of those processes. And I pay tribute to Emmanuel Cafas, who unfortunately couldn't be with us today, who really has been an inspiration in this as well. And GFAR, what it is an open and inclusive forum. We are a space for things to happen in. We're a catalyst to make things happen, make things change. And how do we do it? By bringing people together and getting your voices to join together, to come up with the ideas, to be the agents of change that need to happen. And that's a very important principle, that it's actually all of you who are shaping the future. And this situation that we're in at the moment, we found in the year and a half we've been running this process, all of a sudden the Mediterranean world has caught up with us and it's front page news in every newspaper around the world. We have to find a new and viable future for rural communities. If we fail to do that, the end result, the immediate result, is the rapid exodus of young people in particular from the country to cities that don't have the capacity to deal with them. The net result is disruption and worse, decay of societies and communities. And for too long we've been putting sticking plasters on the symptoms, saying, oh, let's quell the trouble in the streets instead of let's deal with the root causes. And I think this process that we're all involved in is really trying to get to the root causes of these challenges and deal with them. Change the dynamic, change the ethic of where we see the future of rural communities. And so the question you're all asking over the next 2 days is, how do we give rural communities a viable and vibrant future? How do we change the entire model? This means in particular, as Fatima has said, it means changing and creating the opportunity, in particular for young people and women, to come through and really be drivers of change within the community. We always say that youth are the future. Very nice pat statement. But what does it mean? What it means here is that we're specifically asking youth, what are they looking for? What is their desired future? And how can we get to that future? So let's not just look at our immediate problems. Let's look 10, 15, 20 years into the future. And what are we looking for in our communities, in our rural systems? What do they look like in our ideal world? And then we can strive towards those ideals. At the moment, we're still living with the pain and the problems, not with the opportunity and the real future that we can shape together to do that. And we have to do this together. One thing that GFAR does is it works through collective actions. And that's a very powerful thing, because we all think we know what the problems are, what the opportunities are, what the solutions are. But each of us really only has one piece of that mosaic. And the real value of bringing all of you together, all of your different perspectives, all of your different attitudes, beliefs, understandings, is that we're building together the complete jigsaw of what's the challenge and what are the solutions that we need to drive towards from that. And with any of those pieces missing, the jigsaw is incomplete. So we're looking to all of you in these sessions that come ahead to really have your say. Each of your voices are equally important in what you're looking for your future and how you see the change needing to happen. So let's keep the processes open, keep them inclusive. It's not a question of who's got the power, it's a question of society has the power. And we have to listen to all of society within those pictures. As we go forward, we've seen already the value of the 4 sub-regional dialogues, which have been fascinating to be involved in, frankly speaking. The richness of debate that's gone on in those communities, listening to each other, thinking about how to address the challenges, is phenomenal. And we're seeing these processes where the most senior academic and the most poverty-stricken farmer are talking as equals in this discussion, because they're all part of the picture. We have to look particularly
at how we get economic growth in the rural areas. And that's not just by food production. It's about how we make use of the value of our rural areas. We look at the China example. China didn't just grow by big cities. China grew by investing in its small towns, in its local businesses, in its local enterprises, and making that happen. We heard in Greece, in the first of these conversations, that many young people would love to move back from the cities, back into agricultural or agriculture-based industries. But they can't, because the first victim of the cuts was the schools and the hospitals in the countryside. So we have to look at this enabling environment as well, and not just the specific industries, but also how we make sure that that is able to make the change. Agricultural innovation, agri-food innovation offer huge potential. And part of this process is talking about the future contribution of the international research system to countries on the ground. And we have a number of representatives from the CGIAR and other international research institutes. This is part of the third cycle of the Global Conference on Agricultural Research for Development as well. Because we want them to be listening to you as to what are you looking for in your communities, and where can agricultural innovation, new ideas, make a difference on the ground? How can international support and South-South learning and South-North learning and North-South learning all make a difference? The Mediterranean, as is very visible now, is something that connects, it doesn't divide. We need to find ways to bridge that sea with our ideas, with our knowledge, with our learning, with our inspiration. We look at, I mean, as a Northern European claiming to be Mediterranean now because I have to live in Italy, seeing how Italy values its food and the source of its food and the origin of its food is phenomenal. We've lost that in Northern Europe. And not just the food, the whole agriturismo business, the whole enterprise that is built on the culture of food. And we need to put the culture back in agriculture, really reconnect to what does a rural environment mean, not just for a distant consumer, but also as an environment that is desirable for people to live in, to work in, to enjoy. And I think there are many opportunities to do that. There are also many hurdles, and we've heard very clearly, for example, from Greece, from Egypt, about some of the challenges of land ownership, land getting smaller and smaller divided. We need to find ways for farmers to work together to make an economically viable industry there. We need, as Fatima said very well, to look at gender equality and really make sure that women aren't just the, how can I put it, subservient within the system, but are actually driving the change in the system. We need to look not just at the social factors, but the environmental factors. Water. Everywhere, water is the challenge. We have to find ways to deal with these big picture questions as well as bring it down to the community scale and what it means in practice. And so in regenerating rural communities, we're investing in change. We're investing in a new future, a way that we see that really we can change the whole economic dynamic of what a rural community is about and how can they be the source of growth in the future. And one thing that inspires me is I saw a recent study from the UK where rural communities, because of the internet connection, are now growing economically faster than the towns because people prefer, naturally, to live in the rural environment. And if they can access enterprise opportunities there, thinking about young people, all the service industries that are available there, all the marketing opportunities, all the processing opportunities, we can make a change. We don't have to always see the rural producers as the bottom of the chain. They can be the center of the process, and I hope that's what this meeting will really help to make happen. So, let's look to the future. Let's look at the innovations we need to deliver the future we would love to see, because it's in our hands. It's in our hands to make these differences, to make the change. It's been a fantastic journey so far, but as I said, this is not the culmination. This is the start of us then doing something about it. Now we're defining what we do. Next step, we go ahead and do it. Che, come vedete, è un fenomeno di massa. So che molti di voi hanno impiegato molto tempo per entrare in questa struttura, però questo dimostra quanto i temi dell'Expo siano interessanti per le nostre opinioni pubbliche. E naturalmente per l'opinione pubblica
avere dalla nostra parte l'opinione pubblica significa implementare buone politiche. Noi abbiamo bisogno di opinione pubblica e soprattutto di opinione pubblica che si interroghi sui temi del presente e del futuro, perché quelli che il quarto congresso ha all'ordine del giorno sono temi propri della domanda che l'Expo ha posto a tutti i paesi partecipanti: come nutrire gli uomini e le donne del pianeta, come nutrire il pianeta, e fare in modo che naturalmente questa sia una domanda che coinvolga a livello globale i nostri paesi, ma nello stesso tempo, diciamolo con un pochino di orgoglio, è una domanda che l'Europa in questo momento rivolge soprattutto ai paesi del nord e ai paesi del sud. Non è un caso che questo tema sia sviluppato a Milano, che sia sviluppato quindi in Europa, che spesso e volentieri è stata terra distratta, ad esempio da una collocazione naturale che la vede e la deve vedere sempre di più protagonista e nella cooperazione con i paesi del Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo torna all'attenzione della politica, dei nostri paesi, delle opinioni pubbliche, torna per motivi di grande preoccupazione. Per il Parlamento europeo sono stato di recente in Libano, abbiamo avuto delle riunioni molto importanti dell'Assemblea parlamentare, non sfugge a nessuno, non sfugge la grande tensione che in questo momento fenomeni di violenza, di terrorismo impongano nell'agenda dei paesi del Mediterraneo. Nello stesso tempo c'è un'altra grande questione, che la povertà dei paesi del sud, alimentata spesso dalle cattive pratiche dei paesi del nord, alimenta naturalmente quel flusso di fuga dai paesi poveri che si rivolgono ai paesi più ricchi e quindi a noi, all'Italia e naturalmente in questo momento a tutta l'Europa. Cosa fare? Delle politiche concrete di sviluppo che diano soprattutto ad alcuni paesi la possibilità di gestire economia, risorse, di avere quindi tecnologia, collaborazione, cooperazione, nuovi modelli di sviluppo. Altrimenti la fuga continuerà ad essere incessante. Questo non deve spaventarci, ma naturalmente costituisce un grande problema. Abbiamo bisogno in questo momento di un'Europa virtuosa, questo lo dico da vicepresidente del Parlamento, perché in questo momento le istituzioni europee un po' del loro lavoro e della propria responsabilità l'hanno riconquistata. A fatica, perché come sempre le conquiste della politica sono faticose, perché cozzano con grandi interessi, però in questo momento abbiamo delle istituzioni che parlano anche la voce dei paesi del sud dell'Europa. Per la prima volta, è un caso straordinario questo, non era mai capitato in questo modo. Abbiamo un Parlamento europeo e una Commissione che hanno assunto le ragioni dei paesi del sud del Mediterraneo e nello stesso tempo dei paesi europei del Mediterraneo. Avere condivisione europea, avere condivisione delle risorse, avere in sostanza una politica europea per l'immigrazione. Questo chiediamo e abbiamo chiesto, e quante volte l'abbiamo chiesto, sapendo che tutto questo aveva di fronte a noi un muro. Oggi questo muro sembra crollato ed ecco perché questo è un momento particolarmente favorevole. Abbiamo la possibilità di intensificare non un dialogo ma una stretta collaborazione, e naturalmente sapendo che le ragioni del sud sono nell'interesse del nord e viceversa. Voglio ringraziarvi per avermi invitato e vi porto i saluti del Presidente del Parlamento e di questa istituzione che in questo momento è impegnata nel dare alcune risposte.
Vediamo che molti paesi della regione mediterranea continua ad esistere un forte squilibrio fra zone costiere e zone rurali, zone interne, e questo naturalmente ci riporta, visto che siamo in apertura del vostro congresso, ad esempio al caso di una città che si trova nel centro della Tunisia, Sisi Bouzid, nel cuore di una zona rurale povera, dove Mohamed Bouazizi si è dato fuoco nel 2010 per gridare la sua disperazione per la mancanza di prospettive per i giovani della sua generazione. Io credo che questo congresso, caro Presidente, deve essere dedicato à Mohamed Bouazizi. Pourquoi, si vous voyez où l'Italie est située dans la géographie de l'Europe, donc c'est comme on dit inévitable pour nous de considérer la Méditerranée une priorité économique, politique, culturelle, de tous les points de vue que nous pouvons considérer. En même temps, quand nous avons lu les objectifs de ce congrès, nous nous sommes reconnus beaucoup parce que ce sont exactement les principes qui guident la coopération italienne, qui est, comme vous savez, bien présent dans beaucoup de votre pays, en Tunisie, en Égypte, au Liban et dans d'autres des pays méditerranéens. Ces principes, je peux l'exprimer comme ça. En premier lieu, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le soutien aux petits agriculteurs et à l'agriculture familiale qui pour nous est essentiel pour le vrai développement de l'agriculture et de l'économie des pays de la Méditerranée, et le soutien au rôle des femmes qui jouent un rôle essentiel dans l'agriculture des pays de la Méditerranée et qui sont aussi les dépositaires de la biodiversité. Monsieur Holderness a noté comme les Italiens sont comme les Italiens veulent beaucoup protéger toutes les caractéristiques de leur tradition alimentaire, et ça c'est nous voulons faire aussi dans les pays avec lesquels nous avons des relations de coopération dans la Méditerranée comme dans les autres régions. Et quatrième, l'aide d'émergence. La coopération italienne est beaucoup engagée pour la sécurité alimentaire, par exemple des immigrés de la crise syrienne, comme notre ami et notre collègue libanais sache bien, parce que nous avons beaucoup de projets de coopération à faveur des immigrés et les réfugiés dans le Liban. Toute cette action, bien sûr, a un objectif essentiel qui est l'objectif de favoriser le dialogue et la stabilisation politique dans toute la région méditerranéenne, et nous pensons que la coopération dans le secteur agricole
écoles en particulier est essentiel pour obtenir cet objectif. Donc, nous remercions le président de la Fondation, Monsieur Noton. Nous remercions aussi le JFAR qu'on nous a donné cette possibilité, et nous espérons aussi que ça c'est le début d'une plus profonde coopération avec la Fondation pour établir une situation de dialogue et de stabilité dans la Méditerranée. Merci. Monsieur le Président, je vais m'exprimer en français, même si on est en Italie. Et moi, je suis un défenseur acharné de la francophonie, comme disait Charles Ferdinand. Et je suis aussi supporter de l'idée que dans les institutions européennes, il faut parler au moins dans les deux langues, français et anglais. J'aurais même lancé la proposition d'utiliser 4 langues régulaires, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand, mais avec une condition, que chacun et chacune parle dans une langue qui n'est pas la sienne. Et parce que comme ça, tout le monde serait sur un pied d'égalité et tout le monde aurait l'obligation d'apprendre une autre langue, comme disait Malouf, d'avoir une langue adoptive, pas seulement la langue maternelle ou paternelle, mais aussi une langue adoptive. Serait une bonne chose, par exemple, de le faire prévaloir dans nos instances associatives, ce qui n'a pas été le cas, pour le dire avec beaucoup d'amitié, dans le cadre du mouvement européen international, au contraire, dans lequel on a imposé l'usage d'une seule langue qui est l'anglais. Et moi, je n'ai pas, soutenu, mais je me suis plié à une décision largement majoritaire du mouvement européen international. Bon, en ayant fait ce préalable d'un point de vue linguistique, je voudrais remercier avant tout Charles Ferdinand Noton et la Fondation pour la constance et la cohérence avec laquelle la Fondation et Charles Ferdinand conduit cette bataille pour un dialogue euro-méditerranéen. Parfois, on a l'impression d'être un peu solitaire dans cette action. Il faut le faire, évidemment, il faut le faire avec cohérence, il faut continuer à le faire. Nous l'avons fait comme européen en Italie, tout récemment à Messine, dans une conférence à laquelle Henry Kroner était aussi présent et dans laquelle nous avons adopté l'appel qui va plus ou moins dans la même direction de ce que vous avez fait dans les années passées, mais je pense que nous devons continuer dans cette direction. Et nous devons continuer dans cette direction parce que malheureusement les gouvernements nationaux, je parle maintenant des gouvernements nationaux de l'Union européenne, ne sont pas si cohérents dans leur action. Si vous regardez les objectifs du millénaire, les 8 objectifs du millénaire qu'on avait établis en 2000, on est bien loin d'avoir atteint les résultats qu'on avait prévus en 2000. Les progrès sont inégaux et les distances entre les deux côtés de la Méditerranée continuent à être scandaleusement très distantes. Il y a quelques jours, à New York, on a adopté les 17 objectifs du nouveau millénaire. Les organisations non gouvernementales ont fort critiqué l'augmentation des objectifs parce qu'augmenter les objectifs ne veut pas dire nécessairement d'être plus efficace. Au contraire, les risques est fort d'une dilution dans l'action et par ailleurs, les 17 objectifs ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que chaque État a la possibilité éventuellement de les adopter ou de ne pas les tenir en considération. Alors, pour ne pas être trop long, l'Union européenne a un rôle très important à jouer dans la politique de voisinage. On l'a dit tout à l'heure, l'importance de la politique de voisinage. Le représentant de l'Union européenne, Mme Mogherini, avait lancé, comme Madame a appelé au début, une consultation sur la politique de voisinage. D'ici peu, la Commission va nous présenter sa stratégie en matière de politique du voisinage et après cette proposition, Mme Mogherini a annoncé qu'elle va présenter un texte beaucoup plus large sur une stratégie globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère. Pour l'instant, l'Union européenne n'a pas encore une stratégie globale en matière de politique étrangère,
même si dans les traités de Lisbonne, on dit bien dans un article que le Conseil européen doit adopter ces lignes stratégiques, c'est que le Conseil européen n'a pas encore fait. Alors nous attendons, pas seulement avec intérêt, mais avec espoir, la position de Mme Mogherini en ce qui concerne la stratégie globale. Moi je pense que puisque la politique de voisinage et le rôle de l'Union européenne dans le monde sont deux points essentiels des 10 priorités de la Commission Juncker, qui a changé de narrative vis-à-vis de la Commission précédente, heureusement elle a changé de narrative en ce qui concerne ces secteurs, moi je suis convaincu que nous, dans nos débats, et les gouvernements nationaux devraient, et avec ça je termine, essayer d'identifier 4 ou 5 questions essentielles sur lesquelles le dialogue entre les deux côtés de la Méditerranée devrait se concentrer. Le premier, c'est la question de la mobilité, et notamment la mobilité des jeunes. J'insiste sur le fait que nous devons élargir le programme Erasmus aux jeunes de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut voir un programme Erasmus euro-méditerranéen. Deuxième chose sur laquelle la Commission européenne travaille depuis longtemps, c'est la coopération industrielle euro-méditerranéenne. Il faut augmenter les investissements pour aider les jeunes à créer des entreprises. En Italie, par exemple, il y a un grand nombre d'entreprises, des pitières, qui ont créé de nouvelles petites et moyennes entreprises que de jeunes de l'Union européenne ou de l'Italie. C'est une donnée très intéressante dont il faut se dire c'est un élément essentiel de la vie démocratique. Quatrième chose, moi je pense que nous devons trouver des intérêts communs, c'est la chose pour laquelle nous nous réunissons ici à l'Expo 2015, la raréfaction de l'eau, la raréfaction de l'énergie, et faites-le moi le dire, la raréfaction des droits. Nous avons établi une charte des droits fondamentaux qui est maintenant intégrée dans les traités, on l'a mis de côté, on l'a mis dans les archives. Il y a l'article 1er de la charte des droits fondamentaux qui dit que la dignité humaine est inviolable. Il ne faut pas oublier cette chose. Il y a une grande personnalité du monde qui nous rappelle toujours ce principe, qui est Francesco Bergoglio. Moi je pense que son cri sur le fait que la dignité humaine a été violée chaque jour, nous devons l'accueillir dans nos débats parce que c'est quelque chose d'éthiquement et pas seulement d'un point de vue religieux important. Et la dernière chose qui fait partie de nos débats, moi je pense que nous devons insister beaucoup sur l'enrichissement de la vie démocratique. La vie démocratique n'est pas seulement la vie démocratique. Barcelona Declaration. At UFM, because we are in Barcelona Declaration, we are preparing a commemoration. We cannot call it celebration because there is not much to celebrate after 20 years. I think if we look 20 years back and we look today, is the Mediterranean in a better situation than it was 20 years ago? Do we have more problems than we had before? Again, so I feel that this is a very important time. And I also like the idea that this is dialogue. Because dialogue is what we need. We need to exchange. You know, when you refer to the general debate at the United Nations, or when you refer to the word debate, debate means that people are trying, they are convinced, they are not going to change, but they want to try to convince somebody else to change. Dialogue is different. Dialogue is openness. Dialogue is trying to understand each other. Dialogue is meaning that you want to understand and maybe change your opinion. That is what dialogue is. That is what we need in the Mediterranean. I see now that in Northern Europe there is a lot of talk about Mediterranean. 4 years ago, when the crisis of migrants happened in Italy and in Malta, and Italy proposed at the EU about and wanted some decisions about this crisis of migration, nobody wanted to listen. This is not a secret. Nobody wanted to listen because it did not affect the North. Now it's affecting the North because the Mediterranean is essential for Europe. Without what is something which the government of Malta has always been insisting.
no peace in Europe without peace in the Mediterranean. Now, our Italian colleague from the European Parliament mentioned Mohammed, look at development. If we do not look at improvement, if we don't give them future, if we look at statistics, the statistics of a region, what are we doing? We are looking now, we are working that we have today. We have not done enough. If we had done enough, a bit of hard focus. You know, when you look, I was talking to my colleague, Tunisia. You look at Tunisia. If there is one country of the Arab Spring which has been a success, it's Tunisia. Okay? I think somebody might not agree, but I think Tunisia is a success story of the Arab Spring. Now, what happens? ISIS, Daesh, whatever you want, whatever you call them, whatever you think about them, they are extremely intelligent. They have a policy and they know what they are doing. So what do they attack? They attack tourism in Tunisia. Because if tourism in Tunisia fails, you have a lot of young people without jobs. And what do we do in Europe? As soon as something happens in Tunisia, we advise all Europeans, don't go to Tunisia. This is exactly what Daesh wants. Don't go to Tunisia. You are made into their hands. We have to be more thoughtful. We have to be more original. We have to think better. We have to look at consequences. We cannot just decide because something happens, don't go to Tunisia. This is exactly what the people want the Daesh wants. This is exactly what ISIS wants. Do we want to play in their hands? We don't. We have to be careful. Same with immigration. You know, we have immigration because of what Daesh is doing, because of the situation in Tunisia here and there. And then you have the right-wing in Europe, which is growing, which is increasing. And this plays onto each other. Immigration, reaction to immigration, these are all things which we have to look at. I came here really to speak a bit about UFM. I know I've been out of my subject completely. But what we are trying to do really is to help regional development together with the help of EU. We are an organization of 43 member governments. All our projects are regional projects, which means that the countries involved have to cooperate. So, for example, if we have to do the Trans-Maghreb Highway, which is Morocco, Algeria, and Tunisia, even though Algeria and Morocco don't have the best of relations, but they have to cooperate to do this. Because all the countries and all the projects that we propose have to be approved by the 43 member countries. It is, so we have other projects. We do a lot of projects dealing with youth and dealing with women. Because one of the factors, if youth is suffering in the Mediterranean, in the southern Mediterranean, if youth both in the European Mediterranean and also North Africa, youth is suffering a lot. If youth is suffering, women is even in a worse position. So we have to look at women empowerment, on which we try to do a lot. It is not easy. I know these are not easy things. There is no easy solution. But if we look at Barcelona, and if we look today, what I want to conclude is, whatever is, if we look at 20 years of Barcelona, and we say, look, this has not been a big success, to put it mildly. It has not been a big success. But what it means is that we have to work more to have a better success, to have a better future for our youth, because without a future for our youth, we will have disaster in the whole Mediterranean and in Europe. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Arenina means the Agricultural Research Institutions near East and North Africa. First of all, I'd like to apologize because I just been informed that I have to speak in front of you. But it is really my pleasure to be with you here on behalf
and speaking on behalf of Arenina and the President, Dr. Mohammed Aziz Dargouth, who really like to be with us, but for some circumstances he cannot make it. We at Arenina are looking forward to see that this community, the rural community, now is really not left behind. And we like to see it really happen, especially in this very critical situation that we have in our region, which will be putting more and more pressure on us, all of us in the north and the south, to keep this development happen, even though we have this unenabling and very critical problem. I can't say problem because it is really evolved problem, which created many problems. I think we can be leaders of change. And if we don't do that as partners in the north and the south, and we didn't build real partnership where we utilize our successful stories and make it real, and we can overcome our constraints, whatever it is, large. We, at Arenina, starting a new strategy. I think we need also to have the efforts of both partners to see the real things and to see the real improvement. When I talk about rural communities, I really have some passion about it, because originally I am from a very poor rural family. And we were cooperating as new kids with our mom and dad to create change. And to tell you the truth, now, in my small family, we are about 4 out of 6 holding a PhD, which means that if the whole family, if we are promoting and building the capacity of the whole family, the young professionals, the women, the man, we can reach. And we have to provide this community with the real mechanisms, real hand tools to build themselves. And from my very small experience with these rural communities, they have a lot of wealth that we can build on. And I think both North can benefit from South, and South can benefit from North to build this. We all has very good heritage, but I think we left this heritage behind. Another story that I want to say, unfortunately, not only our rural communities in the region has been left behind, but I think the whole region has been left behind because of the decisions of the Fund Council or CGIAR Fund Council, where they really, in their thinking of 2030, they left the whole region behind. And they now depending on 2010 data and saying that poverty, this region have no poverty. My colleagues now just mentioned that the employment of young people has been tripled, or maybe 10 times now because of the situation. And you all know that poverty is the first consequence, or leading right away to more poverty. And I think I am urging our colleagues in the North to discuss this issue with their governments and with their organization to reconsider this
and to include our region in the investment of the Fund Council. Otherwise, you will see more immigration. Pas lié à la rapacité des grandes surfaces qui engrangent de plantureux bénéfices au détriment des fermiers, des paysans européens. C'est dire que le monde rural des deux rives de la Méditerranée se trouve confronté à des problèmes graves, même si ces problèmes sont de nature et d'intensité différentes. C'est naturellement au sud que les contraintes sont les plus fortes et les vulnérabilités les plus évidentes. Le monde rural demeure dans l'ensemble largement délaissé par les autorités publiques locales, mais également c'est le parent pauvre de toutes les politiques méditerranéennes. Lisez la déclaration de Barcelone en 1995. Lisez les communications de la Commission en 2003-2004 sur la politique de voisinage. Lisez la déclaration des ministres européens réunis pour fonder l'Union pour la Méditerranée et vous allez trouver peu de références, peu de mentions de l'intégration du monde rural à la vie économique de leur pays. Avec la révision de la politique de voisinage, je suis persuadé, à en juger par le premier brouillon que j'ai pu lire, il y aura mention des mondes rural et du développement régional, de la cohésion territoriale, et c'est peut-être à bon escient que la communication va se référer à cette question. Et pourtant, le monde rural joue un rôle primordial dans les équilibres sociaux et territoriaux. C'est même un vecteur d'identité en tant que réalité sociale et paysagère. Que serait en effet l'avenir d'un pays sans un développement rural durable, sans agriculture dynamique, sans sécurité alimentaire, sans enracinement dans l'espace? Ces questions sont interpellantes au sud, où les dynamiques à l'œuvre dont une acuité particulière à la question agricole. D'abord et avant tout la dynamique démographique. En effet, la population méditerranéenne est passée de 285 millions en 1970 à 480 millions en 2015. Et elle va passer la barre de 530 millions d'ici 2030. Mais cette croissance est et sera surtout le fait des pays du Sud, où 40 à 50% de la population et le tiers des actifs vivent en milieu rural. Cette évolution démographique combinée à des politiques économiques déséquilibrées et erratiques produit plusieurs effets. D'abord, un émiettement de la surface agricole, handicapant l'augmentation de la productivité et la modernisation de l'agriculture. Ensuite, une pression accrue sur les ressources hydriques disponibles déjà à plusieurs pays de la Méditerranée, notamment les pays arabes. C'est-à-dire l'ensemble méditerranéen, au sens large, sont en situation de stress hydrique, 1000 m3 par habitant par an, voire de pénurie hydrique, 500 m3 par tête par habitant et par an, et même certaines régions, comme la bande de Gaza, connaissent carrément un déficit chronique avec l'accès à l'eau quelques heures par semaine. I'm not going to deliver a keynote speech, so it's not about content, it's about the process that we're going through in the next 2 days. And we have listened to a number of very interesting keynote speeches on the current situation, the prospects, the challenges in the region. After a few minutes, when I'm finished, we are going to listen to the reports of the 4 preparatory meetings, sub-regional preparatory meetings that were held in the different places. That will be a basis for our discussions of tomorrow. The organizers of this workshop have identified 4 themes that we are going to reflect on.
And in your conference package, in your folder, you have found a document which is called in English the Facilitation Team Guidelines. I think you have received that as well. And in the back of that, there is a grid. This one. Maybe you can have a look at it. And that grid, on the horizontal axis, it presents the 4 topics. First one is infrastructure and social capital. The third theme is about unlocking the potential of women. And the fourth one, unlocking the potential of youth. So those are the themes that we will discuss tomorrow. We will do that in working sessions throughout the day. So we will split up into groups, and each group is going to discuss one of those topics. So you can, tomorrow morning, before entering the meeting room, you can indicate your preference in what group you want to be. So don't forget to do that when you enter. During the day, we want to discuss about the challenges related to those topics. And we have heard already, there are quite some challenges. But there are also certainly opportunities that can support achieving change. And finally, we would like to identify certain actions, concrete actions, that can help to allow rural communities to develop towards food secure and resilient, social, economically prosperous communities. You have found the grid? We would like you to use this grid from now on to start thinking and reflecting on those questions. So what are the challenges, the opportunities and the potential actions that can be taken in order to contribute to a better situation, especially when we talk about rural communities. And to listen carefully to the presentations and to start for yourself filling the grid. Tomorrow morning you will bring this grid and it will function as an input to our meeting. Yeah? So you can continue reflecting on it tonight and filling it. You can also have a look at a preparatory document that was developed for this conference, and that is also presenting some of those challenges, opportunities and potential actions. Good. Thank you. And then I give the word back to you. Et donc, il faut constater qu'il est nécessaire d'entamer une réflexion commune pour essayer de régler certains problèmes et d'examiner la manière dont une coopération internationale peut contribuer dans cet effort. Le chômage, notamment pour les jeunes et les femmes, le problème de la souveraineté alimentaire, les problèmes qui sont liés à l'exportation des produits, des questions d'aménagement, l'abandon de l'espace rural, le manque d'eau, le manque de capitaux, ça a été dit par tous les orateurs précédents, sont les problèmes communs qui sont partagés par les différentes sociétés rurales et souvent sont abandonnés par les autorités publiques. Le développement des régions, des territoires ruraux et la politique agricole, c'est d'une importance, c'est d'une très grande importance cruciale. Non seulement pour assurer l'autarcie alimentaire, mais aussi de stopper l'exode rural, d'essayer de donner une solution à l'accompagnement urbain et de faire face à la désertification des espaces ruraux. En ce qui concerne la rencontre de Volos en Thessalie en Grèce, et sur le thème, on a discuté de ces territoires ruraux et dans un contexte de crise, qui est ce contexte qu'on a vécu depuis 5 ans et qu'on vit encore en Grèce. Donc cette rencontre avec comme objectif de contribuer sur la réflexion et d'essayer de faire quelques propositions au cadre du congrès euro-méditerranéen de 2015. L'équipe grecque, donc, se basant sur l'expérience qui était accumulée durant
toute cette période de crise en Grèce, a proposé quelques travaux thématiques lesquels traitent les dangers, les défis et les possibilités des territoires ruraux grecs et pour répondre sur des réflexions assez importantes qui sont développées en Europe et dans la Méditerranée et qui concernent la situation et les possibilités de ces régions dans différentes échelles. Les sujets, ces sujets ont un rapport avec ces territoires, avec l'environnement, l'agriculture, le patrimoine et tout ce qui peut nous conduire dans une approche très profonde et intégrée dans l'espace rural et qui est une implantation d'une relation pertinente entre l'être humain et son This is at high level what we call it high politics. It's a part of social or political engineering or public policies. But also we have to be concerned to what we call it low politics. How to help people mobilize their resources at grassroots level, how to solve their own problems, how to build the social capital, how to build safety networks at grassroots level. The relationship between high and low politics is quite important in terms of having sustainable development in rural communities, like sustainability, accessibility, good governance, best use of social capital, in order to transform the communities to be both productive and inclusive. The outcome of the workshop was published in a small booklet. It will be distributed very soon. Thanks. Thank you, Mr. Faze, and thank you for the content of your brochure. We'll be happy to use it tomorrow. Thank you. Monsieur Frassini, vous parlez de la journée d'études à Montpellier. Merci Monsieur de Siam, l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, qui a accueilli donc la troisième journée d'études qui a eu lieu les 11 et 12 décembre 2015 à Montpellier. Donc un problème qui est à l'origine des nombreux drames qu'on connaît évidemment en Méditerranée, nombreux drames humains qu'on connaît au cours des dernières années. Donc deux conséquences importantes par rapport à cette méconnaissance. Le fait que très souvent, ces territoires ruraux effectivement sont des laissés pour compte des politiques publiques de développement. Ces politiques qui ont très souvent privilégié une agriculture intensive et qui dédiée à l'exportation notamment, et donc qui ont eu tendance à accentuer un déséquilibre très fort, un contraste entre les zones littorales qui touchaient l'essentiel des aides publiques et puis l'arrière-pays qui au contraire se retrouvait marginalisé. Donc les pays du Maghreb sont tous plus ou moins caractérisés par ces déséquilibres territoriaux, par ces déséquilibres régionaux d'une manière générale. L'autre élément important, notre conséquence, c'est finalement agricole méditerranéen, pas de protection sociale, pas de salaire réellement rémunérateur, pas de reconnaissance finalement de l'agriculture comme un métier à part entière. Donc une situation qui est, on l'a dit à l'origine, notamment des printemps arabes, donc des grosses mutations institutionnelles qui ont eu cours, un enjeu important sur l'artisanat notamment, et sur les services. Donc des exemples de politiques de réappropriation finalement de cette ruralité, on en voit un petit peu partout en Méditerranée. Donc il a été question de la création d'une direction du développement rural au Maroc. Il a été question également de refondre les dispositifs des projets de développement rural intégré en Tunisie, les PDRI, la politique de renouveau agricole et rural, le PRAR, en Algérie, ou encore le programme Land Reclamation en Égypte. Toutes ces politiques finalement sont autant de témoins de cette volonté de la part des acteurs politiques, des décideurs politiques, de se reposer à nouveau la question de la ruralité. Alors, je voudrais rapidement, sur le contexte, vous dire effectivement que la rencontre de Rabat a eu lieu le 20 et 21 avril à l'Institut agronomique et vétérinaire donc, de Hassan II de Rabat. Une quarantaine de participants, donc tout de même une vingtaine d'intervenants, aussi bien des enseignants-chercheurs, des intellectuels, des activistes, je dirais, des partenaires de la société civile.
la présence également pour la région de collègues de l'Algérie, de la Tunisie bien évidemment et de la Mauritanie. Donc je pense que la rencontre a été une rencontre assez parfaitement régionale, si je puis dire. Alors, que vais-je faire pour essayer d'aller à l'essentiel? Je pense qu'en guise simplement de cadrage, je vais faire un certain nombre de constats rapides et passer aux recommandations que je vais donc également essayer de synthétiser le plus possible. Constat. J'ai dit tout à l'heure, pratiquement tout a déjà été dit. Précisément, le collègue qui vient de me précéder a parlé d'un monde rural à la fois délaissé et méconnu, insuffisamment étudié et de ce fait discriminé. Et je ne vais pas donc reprendre ce qui a été dit, mais je pense que c'est important d'attirer l'attention sur la question de la connaissance du monde rural. Je pense que c'est vrai, nous avons, en tout cas, l'élite qui travaille sur ces questions-là, a dans une large mesure, à mon avis, en tout cas un certain temps, péché par une certaine méconnaissance. On n'a pas été chercher, vous savez, les élites sont largement urbaines, hein, et les urbains, mais comme ça a été dit tout à l'heure, on préfère peut-être recevoir les ruraux et les étudier en ville, plutôt qu'aller chez eux à la campagne pour voir ce qu'ils font, comment ils vivent, comment ils... Et c'est vrai qu'on a accumulé une certaine méconnaissance. L'évolution. L'évolution, c'est, je dirais, à deux niveaux. Je pense que c'est très important. Je ne reprends pas les questions démographiques parfaitement bien examinées par mon ami Bichara Khader. Mais je pense qu'il est important, en fait, de rappeler une approche démo-économique, pas simplement démographique. Et que toutes nos campagnes, à quoi assistent? Que vivent-elles? En vérité, vous avez d'un côté ce qu'on appelle en démographie des cohortes de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ça, c'est le legs des baby-boom des années 50, 60, 70 et même plus loin. Et puis, l'agriculture en tant qu'activité productive n'est plus un secteur qui peut faire vivre les jeunes, la population active à la campagne. Toutes les études, toutes les recherches montrent que l'agriculture en tant que telle ne permet plus de vivre, de faire vivre la population qui travaille dans cette ville. D'où la nécessité d'activités extra-agricoles, etc. Mais l'agriculture non seulement ne permet plus de faire vivre, elle ne permet pas non plus, on l'a dit, de nourrir la population, de nourrir effectivement les villes, d'où la question de la sécurité alimentaire et de tout ce qui a été dit là-dessus. C'est le premier point. Le deuxième point, ça a été donc ça a été largement évoqué par Bichara sur la ruralisation des villes et j'ajouterai l'urbanisation des campagnes. Je pense qu'il y a là réellement, il s'est passé peut-être un phénomène qui s'est accéléré lors des 10-15 dernières années, notamment avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information. Je pense que c'est une évidence. Les ruraux vivent de plus en plus comme des citadins, et beaucoup de citadins vivent comme en douar, si je puis dire. En douar, ça veut dire en arabe, en village, insérés, encastrés dans une réalité urbaine. Et c'est des choses qui nous désarçonnent, nous les chercheurs. C'est vrai que nous avons du mal, effectivement, à saisir ces nouvelles réalités. Je pense, là, mon ami de Montpellier l'a dit, un très vaste champ de recherche.
Tree of Life, powered by